Catherine, tu as dénoncé depuis longtemps ceux qui détruisent le monde dans tes enquêtes pour Envoyé spécial ou les documentaires pour France Télévisions et Arte. Mais en 2008, tu as décidé de mettre tes compétences et ton vaste réseau de contacts en France et à l'étranger au profit de ceux qui construisent le monde de demain. Et en 2011, tu as créé l'association Chamengo. Alors l'idée de Chamengo, c'est s'appuyer sur le meilleur en fait, de l'innovation verte, sociale, sociétale, pour promouvoir des nouveaux modes de production et de consommation. Et alors notamment à travers la construction d'une école, maison, laboratoire du Nouveau Monde à Bordeaux. Alors moi, j'ai déjà eu le privilège d'échanger avec toi, mais je sais que les entrepreneurs, en général, ils n'aiment pas trop qu'on leur raconte des histoires. Je crois quand même que celle que tu vas leur raconter ce matin va les intéresser. Catherine, c'est à toi. Merci Xavier, merci Agnès et merci au MEDEF de me donner la parole. Et puis surtout, bonjour à tous ceux que je ne vois pas parce que cet événement est un peu différent des précédents. Et dans cette configuration économique un peu morose, j'espère que mon intervention de ce matin va vous redonner le moral et que vous vous direz à la fin, 1, le monde change et c'est tant mieux. 2, j'ai investi du temps pour mieux cerner les nouvelles aspirations fondamentales des individus et donc de mes clients et de mes collaborateurs. Et 3, j'élabore un plan ambitieux de RSE à long terme, même si je suis une petite entreprise, car la dimension du rêve est au centre de toute transformation. Vous n'embarquerez pas vos collaborateurs si vous ne les faites pas rêver. Alors, on va reprendre un à un ces 3 points que je vais donc illustrer pour pas que vous vous endormiez avec des slides et des vidéos. Et puis, je vais compléter aussi avec des références de livres, d'articles, de vidéos sur le chat si vous avez envie d'approfondir certaines questions. Alors, j'ai intitulé, je ne sais pas si on le voit, cette présentation. Voilà, j'y arrive. J'ai intitulé donc cette présentation « La transition de votre entreprise commence maintenant ». Parce que même si personne n'est en mesure, pas plus moi que vous, de savoir ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans, j'ai l'intime conviction que nous changeons profondément de paradigme de société, comme ça s'est passé à l'époque de la Renaissance ou de la Révolution industrielle, et que ce changement de paradigme va durablement impacter votre entreprise. Alors cette conviction, je la tire d'un travail en profondeur, puisque j'ai démarré il y a 10 ans un tour du monde qui est momentanément suspendu à cause du Covid, mais j'espère qu'il va bientôt recommencer, et qui, en tant que journaliste, m'a permis de rencontrer donc dans le monde entier des centaines d'acteurs du changement, des gens qui étaient souvent à la tête d'entreprises, qui étaient, on va dire, dans le système, souvent à des postes importants, et qui en sont sortis parce qu'ils ont compris avant les autres que le vent tournait et qu'il valait mieux anticiper les changements que les subir. Il faut que tout change pour que rien ne change, comme disait Alain Delon dans une fameuse réplique du film Le Guépard. Alors, effectivement, Xavier, tu m'as dit que j'allais raconter des histoires. C'est mon métier de raconter des histoires. Et donc, pour illustrer mon propos, j'aimerais donc démarrer en vous racontant une histoire, celle de l'île de Nantucket. Est-ce que Agnès et Xavier, vous connaissez cette petite île qui se trouve au nord de Boston, aux États-Unis? Non. Alors moi, j'ai eu la chance d'y aller pour réaliser un 52 minutes pour Arte. Et donc, pendant que je vous raconte l'histoire en accéléré de cette île, on va également donc regarder quelques images de ce documentaire. Au milieu du 19e siècle, cette petite île était la capitale mondiale de la pêche à la baleine. C'est en effet à partir de cette île qu'on allait pêcher la baleine de plus en plus loin pour en extraire l'huile de baleine que l'on exportait dans le monde entier et qui nous permettait à l'époque de nous éclairer. Donc, dans les années 1850, les habitants de l'île étaient très riches comparés aux autres, et cette richesse, elle est perceptible quand on circule encore aujourd'hui en ville et quand l'on regarde ces maisons qui sont pour la plupart des maisons d'époque, jusqu'au jour où on a commencé à forer les premiers puits de pétrole en Pennsylvanie.
Et les habitants qui avaient de l'argent, donc auraient pu investir dans ces puits de pétrole, on leur a demandé, ils y ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas pensé qu'effectivement, dorénavant, on allait s'éclairer avec des lampes à pétrole. Et en un temps record, donc cette île qui était si riche est devenue tellement pauvre qu'une grande partie des habitants sont partis. Mais l'histoire de Nantucket ne s'arrête pas là. Des promoteurs immobiliers ont des années plus tard compris l'incroyable potentiel touristique de cette île, devenue fantôme. Ils ont décidé donc de miser sur l'essor du tourisme. Et l'île, depuis, a retrouvé une grande prospérité, puisqu'aujourd'hui, les Américains les plus riches ont une résidence secondaire là-bas. Et comme dans toute bonne série, il y a sans arrêt des rebondissements. Nous verrons ce que l'avenir réserve à Nantucket, qui subit de plein fouet le réchauffement climatique et donc l'érosion de ses côtes. Comme on le voit sur ces images, des maisons à plusieurs millions de dollars risquent de disparaître et à nouveau de faire fuir ses habitants. Là, on voit une maison qui effectivement est très proche de la côte. Et puis voilà, une maison qui malheureusement a été embarquée par les flots. Alors, peu de gens connaissent l'histoire de Nantucket, mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'effectivement, elle résume bien notre problématique. Donc, la morale de l'histoire, c'est vraiment d'anticiper au plus vite les évolutions de la société pour éviter de se prendre à mur. Plus vous serez à l'affût de ce qui se passe en vous disant c'est un investissement précieux et non une perte de temps, plus vous serez en mesure d'être résilient, de faire évoluer votre proposition de valeur en forant de nouveaux gisements de prospérité. Alors, je vous disais en introduction que le monde dans lequel nous allons vivre demain n'est pas celui que nous connaissons. Et donc, il faut apprendre à changer nos repères. Ce que j'appelle changer de boussole pour retrouver le nord. Apprendre comme ces oiseaux migrateurs dont le parent de substitution est Christian Moulek à bord de son ULM, de nouvelles routes migratoires pour éviter les lignes à haute tension, les avions et les chasseurs. Et donc c'est important effectivement de se repositionner avec un nouveau nord. Alors qu'est-ce qui caractérise le monde dans le monde que nous quittons et celui qui se dessine? Alors pour revenir sur celui que nous quittons d'une manière très simplifiée, je dirais que c'est celui de la société de consommation de masse qui a pris naissance au milieu du 19e siècle grâce à la révolution industrielle qui elle-même a été possible grâce à l'utilisation massive d'énergie fossile, charbon, gaz, pétrole, qui donc a permis de faire fonctionner nos machines, toutes ces machines qu'on utilise au quotidien et qui sont ni plus ni moins des esclaves des temps modernes à la force herculéenne et qui nous ont permis de décupler comme jamais notre capacité de production dans les pays industrialisés. On a donc réussi à produire une quantité phénoménale de biens et services à des prix toujours plus imbattables pour satisfaire nos besoins et bien au-delà. C'est ce qu'on appelle la société d'abondance, mais qui nous conduit aujourd'hui à devenir malades de l'hyperconsommation. Alors un exemple, le textile. Nous produisons 140 milliards de vêtements par an, chaussures et accessoires compris. Je répète, 140 milliards pour un peu moins de 8 milliards d'individus sur Terre. Donc ça ne vous étonnera pas si je vous dis qu'un vêtement issu de la ultra fast fashion est porté en moyenne 5 fois et que toutes les secondes, nous déversons un container entier de vêtements, soit dans un incinérateur, soit dans une décharge chaque seconde, dans le monde. Donc j'ai pris l'exemple du textile, mais j'aurais pu prendre évidemment les biens électroménagers, les voitures, même la nourriture. Vous avez compris la logique. Et donc à côté de ça, on commence enfin à comprendre que cette production de masse génère des externalités négatives dramatiques pour notre santé et pour notre environnement, que ce soit donc le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la pollution,
atmosphérique, la pollution chimique. Bref, tout ça détruit les écosystèmes dont nous dépendons. J'aime beaucoup la citation d'Hubert Reeves qui dit que toute espèce qui ne vit pas en harmonie avec son écosystème est condamnée à disparaître. Et c'est ce qui nous pend au nez si nous ne faisons rien ou pas assez vite. Et c'est ce qui fait, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de toutes ces questions. Et c'est pour ça que les entreprises du MEDEF s'intéressent à la RSE et qu'un nombre croissant donc, de personnes remettent en cause la société de consommation, le fameux American Way of Life. Alors on le voit sur cette slide, 2 chiffres symptomatiques que j'ai mis et qui montrent que le système est en train de craquer à ces 2 extrémités. Du côté des travailleurs, 56% des travailleurs français ont perdu le sens de leur travail et ils craquent. Alors, soit ils craquent et ils font un burn-out parce que leur charge de travail ne cesse d'augmenter dans une économie mondialisée dérégulée qui donne toujours raison aux moins-disants et qui fait que leurs conditions de travail ne cessent de se détériorer. Soit ils craquent et ils font un bore-out. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette expression. C'est un syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui parce qu'ils exercent des tâches pour la plupart administratives qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien. Comme l'a très bien expliqué l'anthropologue américain David Graeber dans son livre Bullshit Jobs, que je vous recommande de lire tellement c'est bien vu et tellement je pense des gens peuvent s'y reconnaître. Donc il y a des références qui vont apparaître là sur le fil du chat. À l'autre bout du système, les consommateurs qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser ces dernières années. Et là encore, vous le voyez, la tendance a démarré avant le Covid. En fait, je dirais la pandémie, c'est un accélérateur de tendances déjà de fond qui sont déjà installées. Et donc, on a donc une offre pléthorique, parce qu'on n'a jamais autant produit dans le monde de biens de consommation. Mais d'un côté, on a des personnes qui aimeraient acheter et qui n'ont plus les moyens d'acheter. Et puis de l'autre, celles qui peuvent acheter, mais qui n'ont plus vraiment envie d'acheter parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt et elles se tournent vers autre chose. C'est ce que j'appelle le basculement de la société de l'avoir à la société de l'être. Un phénomène étudié par de nombreux chercheurs, Philippe Moati en France, professeur d'économie et cofondateur de l'OPSOCO, l'Observatoire de la société et de la consommation, là encore des liens que je vous envoie. Et puis, aux États-Unis, Elizabeth Currid, j'aime bien aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'il y a toujours 10 ans d'avance quand on observe ce que les Américains font par rapport aux tendances qui vont arriver ensuite en France. Et Elizabeth Currid, elle a fait un travail très, très documenté sur les élites américaines, et qui montre que ces dernières années, donc ces personnes qui ont pour le coup beaucoup de moyens financiers, eh bien elles consomment beaucoup moins qu'avant des biens ostentatoires, des biens matériels ostentatoires et de plus en plus de biens immatériels non ostentatoires, ce qu'elle appelle The Sum of Small Things, qui est le titre de son livre. Donc la formule choc de Jacques Séguéla, si t'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ne sera peut-être plus franchement d'actualité dans les années à venir, ou en tous les cas pour une part grandissante de la population, et notamment des jeunes. Donc aujourd'hui, et encore plus demain, à mon sens, le luxe absolu, c'est le temps, c'est l'espace, c'est la relation à soi-même, l'interaction aux autres. Je le dis souvent, le capital demain sera moins financier et davantage social. Comment j'apprends à concilier épanouissement personnel et enjeux collectifs? Comment je deviens une meilleure personne en exerçant mon rôle de consommateur, en achetant des produits locaux, naturels, de qualité, qui respectent une approche éthique et environnementale, évidemment, à prendre en compte quand on a une entreprise. Et comment je reconnecte ma tête, mes mains et mon cœur, d'où l'explosion du do-it-yourself pendant le confinement, mais une fois de plus, qui était une tendance qui a déjà été observée précédemment. Avec l'envie pour certains d'aller plus loin en exerçant avec amour un métier manuel et de pouvoir en vivre, d'où le grand retour de l'artisanat exercé par des gens éduqués,
très diplômé. Pour moi, c'est vraiment un signal faible qui va prendre une importance majeure dans les années à venir. C'est l'histoire de Matthew Crawford, auteur du best-seller L'éloge du carburateur, où comment ce brillant universitaire américain, grassement payé par un think tank à Washington, a tout quitté pour ouvrir un atelier de réparation de motos. C'est ce que le journaliste français Jean-Laurent Casselli appelle la révolte des premiers de la classe. Comment ces jeunes qui, en fait, ont fait des études brillantes, ils font un CAP. Donc, comment on fait un CAP après HEC pour exercer donc un métier manuel qui débouche sur le succès de la plateforme Etsy, qui permet en fait de vendre ses produits en direct sans passer par des intermédiaires grâce à YouTube. Écoutez, c'est ça qui fait que c'est une tendance lourde qui est en train de se profiler. C'est dans une société où l'hyperconsommation ne parle plus à un nombre croissant d'individus. Comment des gens décident de partir faire le tour du monde à la rencontre de pionniers et je ne sais pas si ça vous a déjà traversé l'esprit, mais comment donc dans un monde un peu vide de sens, comment je sors du système, comment je sors du moule pour ne pas ressembler à une tarte, et comment je pars m'inspirer et m'aérer la tête en faisant le tour du monde. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je ne me retrouvais plus dans le système, je ne me retrouvais plus dans l'évolution de la télévision. Et c'est comme ça que je suis devenue entrepreneuse sociale et que j'ai fondé l'association Shaman Go. Alors, comme une bonne annonce vaut mieux qu'un long discours, je vous propose qu'on découvre en images donc, ce que nous faisons à Shaman Go. C'est comme Alice au pays des merveilles. Nous sommes tombés dans le trou du lapin. J'ai eu l'idée de mettre du mortier ciment à l'intérieur du bambou pour voir ce que ça donnait. Depuis, le bambou est pour moi un acier d'origine naturelle qui permet de construire d'immenses structures. L'exercice, ce n'est qu'une question d'énergie. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas la récupérer pour en faire de l'électricité ? Vous prenez une route, vous mettez des panneaux solaires dessus, et pour les protéger, vous les recouvrez d'une épaisse couche transparente, solide et anti-choc. Voilà en résumé l'idée. Le radiateur numérique, quand j'ai eu cette idée en 2003, c'était quelque chose de complètement nouveau. C'était une idée qui nous faisait rigoler, mais qu'on trouvait sympathique. Je me rappelle avoir eu plusieurs discussions avec des propriétaires d'immeubles qui finissaient à me dire qu'ils ne voulaient pas avoir des tracteurs et du fumier et des cochons sur leur toit. Quand on leur dit qu'ils vont pouvoir en faire une ampoule de 55 watts grâce à la réfraction de la lumière à travers le toit, c'est quelque chose de magique pour eux. La première réaction des habitants a été « Notre maire est devenu fou et l'architecte qui suit ce projet est encore plus fou ». Aujourd'hui, ils me disent que j'ai des yeux qui savent lire dans l'avenir. Je crois que notre première crainte fut que personne ne vienne. Alors, notre deuxième crainte a été « Trop de gens vont venir !» Nous ne sommes pas la première commune à avoir mis en place la collecte des déchets de cuisine. En revanche, personne n'avait encore osé le faire auprès de plus d'1 million de personnes. Si on en avait partout, l'effet sur le CO2 serait massif. Ça serait plus puissant que les forêts. Je n'aurais jamais imaginé que cet étrange objet à une roue puisse devenir la nouveauté que tout le monde s'arrache. On est arrivé à se positionner dans quelque chose de novateur, qui a du sens, et je pense que c'est quelque chose qui arrive une seule fois dans une vie. Je pense qu'il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature, en créant un environnement non seulement pour les hommes, mais pour tout ce qui est vivant. On a tous en nous quelque chose de Shaman Go.
I am Flamengo. Yo soy Flamengo. I support Flamengo. We support Flamengo. Be Flamengo. Alors tous ces entrepreneurs innovants, que j'appelle dans mon jargon des pionniers flamengo, ils ont tous démarré de zéro. Certains sont restés tout petits, d'autres sont devenus beaucoup plus gros, voire très gros. Il y a même des success stories assez incroyables. En tous les cas, ils ont tous en commun d'avoir trouvé du sens à leur vie en apportant une pierre à l'édifice de ce nouveau monde et donc de la RSE dont on parle aujourd'hui. Alors avec l'équipe du MEDEF, avec effectivement Agnès, Xavier, Mathilde, Caroline et tous les autres, on s'est dit, ça serait quand même bien de montrer une vidéo d'un pionnier flamengo in extenso. On a eu du mal à trouver, puisqu'on a 250 portraits de pionniers, celles qu'on allait vous montrer, de vidéos ce matin. On s'est dit, comme on était tous confinés depuis le mois de mars en France, qu'on allait partir très loin, voyager dans le monde. Et donc, on va vous embarquer donc en Patagonie à la rencontre de Steven Kerestedjian. Et je sais que, déjà, en regardant cette vidéo, vous allez dire « So what ?» Partir à l'autre bout du monde pour regarder et rencontrer ce type qui fait pas des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est complètement fêlée. Bon, ceci dit, vous aurez raison de penser que je suis fêlée, mais je vous rétorquerai que seuls les fêlés laissent passer la lumière. En revanche, je pense que vous allez peut-être réviser votre jugement quand je vous dirai quelle est la fonction de Steven aujourd'hui, mais on va d'abord commencer par regarder son portrait. Flamengo. Steven Kerestedjian, créateur du cuir en peau de saumon, Puerto Varas, Chili. Les usines de transformation de saumon d'élevage jettent à la poubelle plusieurs millions de tonnes de peau par an, comme ici, au Chili, deuxième producteur mondial. Quand j'ai vu la matière première, j'ai eu un déclic, car elle est très attractive, haut de gamme, écologique et innovante à la fois. Ce designer chilien décide il y a 3 ans de venir régulièrement acheter ses déchets pour créer un nouveau cuir haut de gamme, unique au monde, qu'il assemble en rouleau. Ce n'est pas seulement exotique et esthétique, mais c'est aussi très résistant. Les produits faits à partir de ce cuir dureront longtemps. Son produit phare, des chaussons en laine avec des semelles en peau de saumon, tricotées et assemblées par une trentaine de femmes au foyer, dans le respect des valeurs écologiques et sociales. Nous établissons une relation d'égal à égal avec les artisans. Nous ne les considérons jamais comme des employés ou simplement de la main-d'œuvre. Ces chaussons, made in Patagonia, sont vendus 40 € dans les boutiques branchées des grandes capitales occidentales. Nous avons été capables de transformer ce déchet en quelque chose qui a encore plus de valeur au kilo que le filet de saumon. Tous les déchets ne peuvent pas être revalorisés à ce point-là, mais c'est ça le but. Et Steven ne compte pas s'arrêter là. Il songe déjà à d'autres utilisations dans le monde du luxe éthique. Alors, prêt à faire deviner à vos amis l'origine du cuir que vous portez ? Alors depuis 1 an, Steven, il est toujours à la tête de son entreprise sociale, mais il est également à la tête donc de l'innovation du groupe IKEA. La famille IKEA l'a recruté pour organiser, on va dire, la révolution copernicienne à l'intérieur du groupe. Et comme Steven est un ami, il a accepté dans le cadre de Learning Expedition que j'organise de rencontrer à Copenhague, il y a 6 mois, des ambassadeurs de l'innovation SNCF Réseau pour leur expliquer ce qu'il allait faire. Et donc, on va donc écouter un tout petit extrait de ce que il nous a expliqué lors de sa conférence. Normalement, il y a du son. Alors attendez. Every living thing on the planet, on the whole planet, right? We have to consider that.
So I told IKEA that this is the biggest opportunity in history because it's the biggest problem in history, therefore it's the biggest business opportunity in history, and they kind of like that. So that's the journey that I'm in right now, and that's what I'll be doing for the next few years. Alors, bon, Steven, il parle à 100 à l'heure. J'ai pas traduit son intervention et en plus, le début n'a pas été, je pense, entendu. Donc, en gros, effectivement, quand on veut mettre sur place, sur le marché un produit aujourd'hui, il faut non seulement avoir un bon produit, une bonne tech, de l'interaction avec les gens, mais en plus, et ça va être une dimension cruciale pour les entreprises demain, c'est effectivement donc prendre cette dimension donc du vivant qui était absolument pas pris en compte jusqu'à présent. Alors lui, en tous les cas, c'est ce qu'il va faire au niveau de l'enseigne Ikea. Et donc, attendez-vous à voir d'ici 10 ans donc des produits assez différents de ceux que vous connaissez dans les magasins Ikea. En tous les cas, connaissant Steven, je pense qu'effectivement, ça va un peu dépoter. En fait, il y a plein d'entreprises qui ont déjà pris en compte la préservation du vivant dans leur fonctionnement et dans leur proposition de valeur. Que ça porte le nom d'économie circulaire, de la blue economy, de l'économie symbiotique, de l'économie de la connaissance. Et là, effectivement, je vous invite vraiment à regarder des choses. Si je devais résumer la problématique avec des mots simples et ma terminologie à moi, je dirais qu'on va passer dans notre rapport à la nature d'une relation de sujet à objet à une relation de sujet à sujet. Et on va également, je dirais, copier la nature qui travaille beaucoup mieux que nous dans sa manière de survivre, à savoir donc en favorisant, c'est ce qu'explique très bien Steven, la diversité. Plein d'entreprises, pas que des licornes. Mieux vaut 1000 petites entreprises qu'une très grande licorne. En termes de résilience, c'est beaucoup plus important. Donc fait le pari de l'ingéniosité, de l'interdépendance, de la coévolution. Tout ça à une échelle qui doit dépasser, donc, une fois de plus, l'échelle humaine. Nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et si je reprends ce que disait donc Hubert Reeves, si on n'en a pas conscience, on va disparaître puisqu'on est au sommet de la pyramide alimentaire. Et donc, c'est surtout nous que nous devons sauver plutôt que la planète. Alors, si je m'arrête un instant sur ce qu'entend Steven par la coévolution adaptée à la sphère économique et donc à votre entreprise, c'est comment vous devez passer d'une logique isolée à une logique intégrée quand vous mettez au point un nouveau produit ou un nouveau service. Et grâce donc à ce travail d'intelligence collective, vous allez mieux trouver votre niche à l'intérieur de toutes les autres niches qui vous permettra de fonctionner avec vos concurrents dans une logique à la fois de coopération et de compétition. Troisième et dernier point crucial à mon sens pour réussir à transformer votre entreprise, c'est le fait de choisir un rêve suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue. Alors cette magnifique citation n'est pas de moi, mais de Saint-Exupéry. Je pense qu'il est essentiel d'avoir des objectifs à long terme, d'avoir un objectif ambitieux qui nous donne envie de nous lever le matin. Et je trouve dommage que la plupart des entreprises aient souvent balayé cette incroyable levée de motivation et de mobilisation au profit, je dirais, d'indicateurs de performance à court terme et d'avoir, ce que je le disais tout à l'heure, beaucoup trop le nez collé sur le guidon. Je pense que c'est vraiment important de se projeter. Du reste, l'Europe ne se projette plus, mais il y a encore 2 acteurs au niveau mondial qui savent très bien le faire. Les Chinois d'un côté, les nouvelles routes de la soie. Nous, on n'a rien à leur proposer qui fasse rêver en face. Et puis, de l'autre côté, les GAFA qui savent se projeter sur une durée très longue, en tous les cas, en nous permettant, avec Elon Musk et d'autres, de se dire « mais c'est incroyable, le monde de demain est incroyable ». Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a oublié de donner une dimension quelque part féerique au nouveau monde. Et je pense que c'est extrêmement important de se réapproprier cette dimension du rêve et de faire rêver ses collaborateurs, parce que c'est aussi le moyen, en fait, de creuser des nouveaux gisements de croissance, comme je le dis. Alors, 2 exemples pour illustrer mon propos. Ok, c'est pas des petites entreprises, mais quand même, on peut le faire à tous les niveaux.
Le premier exemple, c'est Panasonic, une entreprise japonaise que nous connaissons tous, qui s'était fixé comme objectif de réduire sa consommation d'électricité de 10% en interne et qui n'y arrivait pas. Pourtant, pendant des années, ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés jusqu'au jour où le patron a dit « ça commence à bien faire, on arrête d'essayer de bricoler des choses, de bidouiller, on prend le problème vraiment à bras-le-corps et on remet tous nos process, tous nos procédés à plat et on vise carrément quelque chose de très ambitieux. On va faire 50% d'économie d'électricité. » Et ils y sont arrivés. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que 10% ils n'y arrivaient pas, 50% ils y arrivent, et évidemment avec d'énormes changements, je dirais, et d'énormes progrès à l'intérieur de l'entreprise qui ont impacté plein d'autres activités. Deuxième exemple, la ville de San Francisco en 2002. Donc San Francisco ambitionnait d'ici donc pour 2020 de devenir la première ville zéro déchet au monde. Alors nous sommes en 2020 et la ville donc recycle ou composte 80% de ses déchets. Alors vous allez me dire on n'est pas arrivé à 100%, mais si je vous dis que la plupart des autres grandes villes américaines ne recyclent que 35% de leurs déchets, c'est là où on voit qu'effectivement l'objectif ambitieux a porté ses fruits et que c'est important voilà de se positionner toujours à court, moyen et long terme, et c'est ce qui fait que une fois de plus on se lève le matin. Et donc pour terminer, j'aimerais vous parler de mon Everest à moi, en tant qu'entrepreneuse sociale. C'est d'arriver à donner naissance à un lieu unique au monde qui s'appelle la Villa Chamengo. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, qui j'espère va voir le jour ici à Bordeaux. Et comme tout à l'heure, on va regarder quelques images. Ah. Alors pour faire simple, la Villa Chamengo, c'est une école de la transition sous la forme d'une maison. Elle sera construite, donc, comme on l'a vu sur la petite vidéo, avec plein d'innovations vertes. Et donc si vous développez, donc ceux qui nous regardent ce matin, des innovations vertes dans la région, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez envie de donner de la visibilité à votre innovation. Donc c'est une maison école laboratoire, voilà, dans laquelle on va expérimenter de nouveaux modes de production et de consommation. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait qu'on soit résilient dans cette nouvelle économie et dans ce nouveau monde qui démarre. Alors ce qu'on a vu comme image, malheureusement, le lieu d'implantation à l'Essert ne sera pas conservé parce que nous avons eu malheureusement un référé de la part d'une association de riverains qui ne voulaient pas entendre parler du nouveau monde au pied de leur immeuble. Ils préfèrent donc des arbres et un terrain de pétanque. Écoutez, on va être proactif, et donc c'est ce qu'on a été. On a trouvé un autre terrain, et donc la Villa Chamengo, si tout va bien, va être construite sur le terrain de Thierry Descrets, qui est le PDG de LD20, qui est un très beau terrain. Ses bureaux sont en bordure de Garonne, pas très loin de là où on avait prévu de s'installer. Et donc j'espère que on va pouvoir déposer notre PC, l'obtenir et démarrer les travaux de la Villa Chamengo
Chamengo assez rapidement. Et puis j'espère surtout que on va pouvoir vous inviter sur le chantier et puis dans la villa une fois qu'on aura terminé, qu'on l'inaugurera et qu'on pourra faire un séminaire RSE au sein du MEDEF là-bas. Alors pour ne pas déborder, mais je n'ai absolument pas débordé, j'ai même, je crois, tenu mon engagement de temps. J'aimerais donc conclure cette présentation par une citation peu connue de Jules Ferry, mais que j'aime bien. Nous sommes un grand siècle, mais nous sommes un grand siècle à la condition de connaître quelle est l'œuvre, quelle est la mission, quel est le devoir de notre siècle. Donc, pour reprendre ma casquette de journaliste, j'aimerais donc vous rencontrer, tous ceux que je ne vois pas, pour vous poser la question, quelle est la mission de votre entreprise à l'aube de ce nouveau millénaire? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine, pour ton regard sur le monde et son évolution, avec une énergie et un regain d'optimisme qui font vraiment du bien. Alors, je voudrais revenir sur la Villa Chamengo, parce que tu nous emmènes en Patagonie, en haut de l'Everest, et puis là, surprise, la maison Chamengo est à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Pourquoi Bordeaux ? C'est la magie des rencontres. J'ai eu la chance d'en parler avec Stéphane Defaille, qui était le patron de Bordeaux Art Atlantique. Et quand je lui ai dit voilà ce que je voulais faire, il m'a dit mais c'est génial. Je veux absolument que la première villa Chamengo soit à Bordeaux, parce que c'est un concept en fait qui a vocation à être répliqué et à être essaimé sur le territoire. Que normalement cette villa aurait dû voir le jour à Paris, mais que Bordeaux a été plus rapide, a dégagné plus vite, et donc c'est pour ça qu'en fait on a démarré ce projet à Bordeaux. Puis j'aime bien dans le Nouveau Monde de pas démarrer à Paris, mais de démarrer en province, en région. Et puis on a eu la chance d'être fortement soutenu par Alain Juppé, Anne Valric, et puis aujourd'hui donc une nouvelle municipalité qui s'intéresse évidemment à toutes ces questions. Et j'ai eu un courrier officiel de Pierre Urmic hier qui me dit qu'effectivement ils ont bien envie de soutenir ce projet. Écoute, on est très contents. Si le laboratoire du Nouveau Monde peut être à Bordeaux, on en est très fiers. Alors, près de chez nous, il y a déjà aussi des membres de l'association Chamengo. Est-ce que tu peux en citer un avec une initiative un peu marquante de ton association, là, près de chez nous ? Oui, alors c'est vrai que la communauté, on a plein de pionniers, on a plein de membres, il y a 15 000 membres dans le monde entier, on a plein de pionniers, comme on l'a vu dans la bande-annonce, qui œuvrent dans le monde entier. Et puis plus ça va, plus le fait qu'on s'installe et qu'on pose nos valises à Bordeaux, il y a de plus en plus d'entrepreneurs innovants qui nous contactent, et c'est ça qui est génial. Donc dans la villa, il y aura beaucoup d'innovations, je dirais, locales et régionales. Et pour répondre à ta question, effectivement, alors, quel pionnier je pourrais donner ? Alors, il y en a une que j'aime bien, l'histoire, parce que je raconte des histoires. C'est celle de Franck Wallet, parce que c'était en fait un urbaniste ici à Bordeaux. Il est jeune, il a 30 ans, et pareil, il trouvait plus trop de sens dans ce qu'il faisait au quotidien. Et il a commencé à regarder toutes les semaines des portraits de pionniers Chamengo. Et puis il y en a 250. Il les a tous regardés. Et donc ça lui a permis de trouver sa vocation, parce qu'il a dit c'était génial, c'est-à-dire que je voyais des gens ordinaires faire des choses finalement extraordinaires. Et je me suis dit si eux le font, pourquoi je pourrais pas le faire ? Et c'est comme ça qu'il a lancé donc son entreprise de revalorisation de vieux quignons de pain qui s'appelle Explicite, qui est en train de marcher très très fort. Et donc on a, je dirais, une petite on a une pensée émue pour lui, et je suis heureuse de savoir que notre initiative inspire des personnes, et j'espère qu'elle va inspirer donc toutes les entreprises du MEDEF pour activer leur transition. Très bien. Allez, un dernier message à partager avec la communauté des entrepreneurs. Construisons le monde ensemble, construisons un monde désirable que l'on a envie de léguer à nos enfants ensemble. Je pense qu'il faut qu'on arrête de laisser quelque part les gens qui nous vendent des idéologies de mort comme Daesh et compagnie, et essayons d'être très forts pour
pour inventer des récits qui vont embarquer la jeunesse demain, pour redonner espoir et de dire que, en fait, l'intelligence humaine permet de concevoir le monde dans lequel on vit. Et donc, ensemble, construisons le monde de demain auquel on aspire. Et donc, si on peut effectivement travailler ensemble sur cette commission MEDEF RSE et avoir donc une vision à long terme, je serais extrêmement heureuse.